Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les 4 ex-otages français, Édouard Elias, Didier François, Pierre Torres et Nicolas Hénin, sont arrivés de Syrie et retrouvent leur famille ce matin après 11 mois de détention. On sait que les tractations ont eu lieu depuis plusieurs mois, qu'il y a eu des intermédiaires, qu'il y a eu des demandes de rançon. Droite et gauche saluent cette libération. C'est une libération inhabituelle qui est survenue brutalement. Est-ce que vous avez plus d'informations que nous sur les circonstances de cette libération ? Je n'en ai pas, et pour tout vous dire, quand il y a une libération, c'est d'abord une joie pour les otages, pour leurs familles. C'est aussi la confiance que je fais aux autorités de mon pays. La DGSE, les services spécialisés ont sûrement été très actifs. Ils rendent compte à l'exécutif, et c'est fondamentalement une responsabilité d'exécutif. Pour tout vous dire, je ne suis pas plus curieux que cela de la manière dont ça se passe, les négociations, les contreparties éventuelles, pour autant que cela n'ait pas de conséquences sur la politique étrangère de mon pays. Je considère qu'on est vraiment là au cœur de la responsabilité d'exécutif, et autant je suis un parlementaire très attaché au contrôle sur le gouvernement, autant il y a des domaines où il faut laisser à l'exécutif la responsabilité de faire et d'obtenir aussi le résultat heureux de la libération de 4 otages. Nadège Pujol. Monsieur Mariton, est-ce qu'il faut déconseiller aux journalistes d'aller couvrir le conflit en Syrie ? Écoutez, les journalistes prennent leurs responsabilités. Vous exercez un métier difficile. Je crois qu'évidemment, quand une situation est compliquée, il faut déconseiller aux touristes, aux hommes d'affaires, et malheureusement, certains ne suivent pas ces conseils. S'agissant des journalistes, je crois qu'il faut les mettre en garde, leur dire qu'il y a évidemment une difficulté particulière, mais je n'imagine pas que la puissance publique interdise aux journalistes d'aller sur tel ou tel théâtre d'opération. Jean-Marie Cavada, député européen, disait hier qu'on devrait pouvoir saisir le tribunal pénal international pour les ravisseurs d'otages. Qu'en pensez-vous ? Oui, moi je suis très prudent sur le fonctionnement. J'ai un sentiment et une approche pas très politiquement correcte de la justice internationale, mais vous voyez aussi qu'on souhaite trouver une solution. La solution, elle est celle de la libération. Est-ce que l'intervention du tribunal pénal international est de nature à faciliter ou à compliquer la libération des otages ? Je crains que ce ne soit pas toujours de nature à la faciliter, donc s'il vous plaît, il n'est peut-être pas indispensable d'aller mettre de la procédure tout le temps, partout. Alors, il y a en tout cas un moment de communion droite-gauche autour de cette libération, mais enfin, on imagine que c'est un moment de communion qui ne va pas durer, d'autant que la fin de semaine a été marquée par quelques rebondissements autour d'Aquilino Morel, soupçonné de conflit d'intérêts dans un article de Mediapart. Le conseiller du président a bien fait de démissionner ? Il a bien fait de démissionner, mais si je peux me permettre, je reviens aux otages un instant sur une question que vous ne m'avez pas posée et que je vais me poser à moi-même et qui permet une observation politique. C'est tout de même que ces otages étaient dans une zone, si je comprends bien, très contrôlée par l'État islamiste en Irak et au Levant, et qui est une zone dans laquelle il y a beaucoup de djihadistes ou de djihadistes proclamés venant de France. Et pour le coup, autant je suis très confiant à l'égard de mon gouvernement quand il s'agit d'œuvrer pour la libération d'otages, et je ne lui pose pas plus de questions que cela, autant je souhaite et je souhaiterais davantage poser de questions à mon gouvernement sur les conditions parfois tout de même curieusement simples qui font que des Français, en nombre assez important, se trouvent aujourd'hui sur ces théâtres d'opération. Nadège Pujol me dit les journalistes font leur boulot différemment. Que la France se soit réveillée si tard lorsqu'on a constaté qu'un assez grand nombre de jeunes gens et parfois de femmes sont allés poursuivre le djihad, eh bien là, il y a quelque chose dont je souhaite que le gouvernement me rende davantage compte en me disant précisément ce qu'il fait pour s'opposer au développement ou à la poursuite de mouvements de ce type. Ouais, ils ont prouvé ces derniers temps qu'ils faisaient effectivement quelque tout à chose. fait. Vous ne pouvez pas Mais dénier qu'est-ce qui a ça. conduit à un tel retard à l'allumage, si je peux me permettre, et que le gouvernement rende compte régulièrement de cela. S'agissant d'Aquilino Morel, c'était évidemment la moindre des choses qu'il démissionne. Cette affaire est ahurissante.
Mais qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette affaire ahurissante? Le possible conflit d'intérêts, qui n'est pas prouvé, hein, c'est pour ça que je parle du possible conflit d'intérêts, ou bien le cireur de chaussures à l'Élysée? Mais les deux, on va prendre les choses. D'abord, Aquilino Morel est membre de l'Inspection générale des affaires sociales. Oui, un fonctionnaire peut donner des cours, un fonctionnaire peut toucher des droits d'auteur, et un fonctionnaire peut même se livrer, dans certaines conditions, à des activités de conseil. Mais il y a pour cela le besoin d'une autorisation de cumul que personne ne retrouve dans l'affaire, donc très probablement elle n'a pas été donnée. Et puis, il y a conseil et conseil. Quand on est sur des sujets aussi sensibles que M. Morel, quand on sait de manière générale la sensibilité des enjeux de l'industrie pharmaceutique en France, son rapport complexe, à certaines époques pour le moins pas très sain avec le pouvoir politique, et qu'au surplus, on assume des responsabilités politiques. M. Aquilino Morel n'a jamais arrêté d'être dans la vie politique. Eh bien, on ne fait pas ce qu'il a fait. C'est sans doute une question de droit, à préciser et à prouver. C'est au minimum une question de décence et de morale publique. Tout d'ailleurs n'a pas nécessairement été écrit dans la loi en France ou ailleurs. Peut-être qu'on pourrait rappeler les responsables publics, les responsables politiques parfois, à quelque chose de très simple, qui est la décence. Ça n'est pas décent. Quant à l'affaire des chaussures, c'est grotesque, c'est invraisemblable. Mais vous n'êtes pas choqué plus que ça par... Pas sur la même planète. Vous n'êtes pas choqué plus que ça par le cirage de chaussures dans un salon de l'Élysée? Si, je le suis, mais honnêtement, le grotesque l'emporte dans cette affaire-là. Mais il y a des moments où on se demande si tout le monde est câblé de manière bien raisonnable. Est-ce que cette histoire va entacher le quinquennat du président quand on se rappelle que le candidat Hollande disait qu'il voulait une république exemplaire? Mais au minimum, il y a tout de même bien cet aspect gauche caviar qui ressort. Et puis, vous savez, qu'on soit à droite ou à gauche, il faut éviter de donner trop de leçons à la planète. Monsieur Aquilino Morel a donné beaucoup de leçons. On rappelle qu'il était le rédacteur du discours du Bourget, la haine de la finance, des leçons fortement trempées. Eh bien, tout de même, moi j'utilise rarement le mot exemplaire. Ça veut dire quoi être exemplaire? C'est périlleux, mais peut-être qu'il faut être un peu modeste, faire attention et une certaine cohérence. Au minimum, ce que cela rappelle, c'est que dans l'action et dans les hommes qui la composent, je le dis, le mot peut peut-être paraître un peu faible, mais la majorité n'a pas beaucoup de cohérence. Alors, il y a eu cette déclaration vendredi de François Hollande à Clermont-Ferrand. Si le chômage ne baisse pas d'ici 2017, je n'ai aucune raison de me représenter. Comment vous interprétez cette phrase du président de la République? D'abord, sur la forme, si je peux me permettre, je crois que ce qui indispose nos concitoyens à l'égard des responsables politiques, c'est qu'ils aient le regard constamment rivé sur l'élection qui vient. Et je trouve que sous une allure, au fond, ordinaire, le président de la République, de manière assez ahurissante, signe là qu'il n'inscrit son élection que dans la perspective de l'élection qui vient. Mais, grand Dieu, il a été élu en 2012, il est légitime, pour assurer la direction du pays. Il a une action à mener. En tant que citoyen, en tant qu'homme politique, nous sommes en droit de demander, d'exiger que son action soit la meilleure à tout moment et qu'elle ne soit pas uniquement les yeux rivés sur l'élection présidentielle qui vient. Et c'est vrai... Pardon, excusez-moi. Oui. Continuez, monsieur Mariton. Non, le deuxième point, c'est sur le fond. Écoutez, là, je suis pris entre deux sentiments. Le fait, au fond, de se mettre en cause et de dire si ça n'y est pas, je ne vaux pas, je trouve que ça a une certaine allure. En même temps, je ne suis pas naïf, je constate que les résultats du chômage se sont considérablement aggravés ces derniers mois et ces dernières années, qu'il y a un moment, doit-on espérer, où le chômage arrêtera de croître, parce que les montagnes ne vont pas jusqu'au ciel, j'espère, parce qu'il y a tout de même une évolution de la conjoncture internationale, européenne, dont la France profite peu, mais dont elle finira bien par profiter un peu. Le problème, c'est qu'elle en profite trop peu. Et donc, c'est un peu écrit d'avance, fastoche, quoi. À la fois, le président de la République a les yeux rivés sur l'élection présidentielle, c'est pas bien. Là encore, j'en reviens à la décence publique. C'est pas décent de parler comme ça.
Et puis, par ailleurs, le pari n'est pas très difficile. Mais en même temps, raisonnablement, Monsieur Mariton, en même temps, vous reconnaissez que ça ça a de l'allure, vous disiez vous-même. Vous venez de le dire, là, ça a de l'allure qu'il ait dit ça. Alors c'est un petit peu contradictoire. Oui, tout à fait, je reconnais. Mais j'ai moi-même, dans cette analyse, été pris par différents moments. Mon premier moment était plutôt de dire ça a de l'allure. Et vous voyez, parce que je suis moi-même intoxiqué par le langage politique d'aujourd'hui. Et puis quand j'ai réfléchi un peu plus, je me suis dit, mais attends, grand Dieu, de quoi est-ce qu'il nous parle de l'élection présidentielle? Mais c'est tout simplement pas décent. On parlait d'Aquilino Morel tout à l'heure. Au-delà des règles légales, je pose une question de décence. Là, sur François Hollande, c'est pas la même chose, mais c'est pas décent quand on est président de la République en fonction de ne parler que d'élections. Alors c'est vrai que tout le monde parle de 2017. Mais il a été élu. Tout le monde parle de 2017, aussi bien à gauche qu'à droite. Et à gauche, justement, le député PS, Julien Drey, plaide pour des primaires à gauche, même avec un président sortant. On se souvient très bien qu'en 2012, quand Nicolas Sarkozy était sortant, il n'y avait pas eu de primaire à droite. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Mais moi, en 2012, avant 2012, Nadège, je voulais vous en souvenir, j'avais appelé à des primaires. Et on m'avait trouvé particulièrement insolent, mais c'est un trait de mon caractère. J'essaye d'être décent, peut-être cependant insolent. Vous me disiez, je reviens, tout le monde parle des présidentielles, et bien c'est peut-être ça qui indispose un grand nombre de nos Français. Nous sommes en 2014, on vient de passer des élections municipales, peut-être qu'on n'est pas constamment obligé, tout le monde, sans pudeur, en public, de parler des présidentielles. Au reste, si vous me dites primaire, je trouve que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, les primaires sont une bonne manière de faire. Alors on va parler de l'actualité et notamment des premiers pas de Manuel Valls. Le Premier ministre a annoncé son plan d'économie. Est-ce que j'imagine qu'il ne vous convient pas, mais est-ce que vous reconnaissez quand même que l'orientation est bonne et qu'on va dans la bonne direction? J'ai une différence d'analyse avec un certain nombre de mes collègues de l'opposition et que moi je constate qu'il y a un certain nombre de choses dans son plan. Elles sont insuffisantes, elles sont mal ajustées, elles sont mal calibrées, ça ne fait pas un cap, ça ne fait pas une politique. Des mesures de désindexation, c'est un expédient de court terme et ça ne signe pas un cap politique ambitieux pour le pays. La désindexation, c'est l'esquive même de mesures structurelles, mais il y aura bien des conséquences. Il y a bien en effet des Français dont les allocations, les retraites ne seront pas indexées comme elles auraient dû l'être. Donc article 1, nous ne devons pas dire, de mon point de vue, en tout cas moi je ne dis pas Manuel Valls ne fait rien. Il fait des choses, simplement ça ne suffit pas et c'est pas bon le cas. Et il fait des choses que la baisse des charges du SMIC, aucun gouvernement de droite ne l'avait fait à ma connaissance. Les baisses de charges pour les salaires au niveau du SMIC, il y en a déjà eu de très nombreuses fois. Elles ont d'ailleurs un impact positif sur l'emploi à court terme et elles n'ont pas beaucoup d'impact sur l'amélioration de la compétitivité de notre pays. Et c'est bien le sujet. Le gouvernement achète de l'air et une poche de respiration à court terme. Tout cela ne construit en rien une stratégie pour notre pays. Mais je dis les choses comme cela, parce que si on dit il n'y a rien, il se fait rien, il se passe rien, on va se demander à un moment pourquoi on critique aussi sur le fond et pourquoi éventuellement demain on hurlera parce que de nouveau un pan de la politique familiale sera abîmé, parce que la désindexation des retraites c'est particulièrement stupide par rapport à la réforme structurelle de prolongement des carrières que nous avions proposée. Enfin, pour établir une comparaison entre la politique A et la politique B, il faut certes plaider que la politique B, la nôtre, est meilleure, mais il faut reconnaître que la politique A existe. Alors donc si moi, la politique A existe... Je ne dis pas Manuel Valls fait rien. Je dis Manuel Valls c'est un homme de com et je dis il fait mal. Je pense que c'est plus intelligent. Alors, si on comprend bien ce que vous dites à propos de cette politique A, donc celle de M. Valls, il y aura un vote consultatif à l'Assemblée le 29 avril. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voter pour? Vous allez voter contre? Écoutez, sur le pacte de stabilité, je voterai contre parce que la trajectoire n'est pas cohérente, parce que les mesures ne sont pas au niveau nécessaire. On nous parle aujourd'hui de 50 milliards. 50 milliards, c'est à peine la somme nécessaire pour respecter le pacte de stabilité, pas par bigoterie, mais simplement parce que réduire les déficits, réduire la dette, ça a du sens pour l'avenir de la France. Et au-delà des 50 milliards, il n'y a rien pour financer les mesures d'allègement de charges annoncées et d'autres qui seraient nécessaires. Donc dans la mesure où je ne peux pas me résigner à une politique d'expédient, je vote contre cette politique d'expédient. Et pour vous, ça va mener à rien, ce pacte? Parce que vous aviez quand même l'air de dire, là encore, je trouve une petite contradiction dans ce que vous nous dites. Vous dites que malgré tout, il y a des choses positives. Je prends
prends, Nadège, je prends ces choses positives. Simplement, elles ne suffisent pas. Mais vous ne voulez pas lui donner la chance quand même. Alors, vous dites vous-même qu'il y a des choses positives, même si elles ne suffisent pas. Il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. Alors pourquoi est-ce que vous ne voteriez pas, ou au moins s'abstenir peut-être? Les baisses de charges, je les prends. Le crédit impôt compétitivité d'emploi voté il y a quelques mois, poursuivi aujourd'hui, je prends. Mais vous voyez que le gouvernement s'enferre dans une politique qui est mal ajustée, dont le rendement ne sera pas bon. Or, les moyens disponibles ne sont pas infinis. Le gouvernement aurait dû, par exemple, remballer le crédit d'impôt compétitivité emploi et convertir tout ça en baisse de charges plus lisible, plus nette, au regard du barème. Or, il s'enferre. Il a conçu un crédit d'impôt compétitivité emploi qui ne suffit pas, mais il le garde. Et comme il ne suffit pas, il ajoute une étape supplémentaire. Ben, je suis désolé, c'est très gribouille. Donc, est-ce que ça ne servira à rien? C'est faux, je n'ai pas le droit de dire ça. Ça servira à quelque chose. Et ça aura un petit effet bénéfique, mais très insuffisant, avec un très mauvais rendement de la machine. Et les moyens disponibles pour faire des baisses d'impôts dans notre pays, les recherches qu'il faut faire pour les économies budgétaires, la pédagogie à entreprendre, la capacité à ce que nos concitoyens nous accompagnent dans un plan d'économie budgétaire, tout ça, on n'a pas le droit de le gaspiller. Pendant que les gens vont protester contre des mesures de désindexation qui ne sont pas du tout à la hauteur, qui n'ont aucune dimension structurelle, eh bien c'est autant de capacité de pédagogie que l'on perd pour aujourd'hui et demain, le jour où il faudra présenter un vrai plan de rigueur. Alors on va aller plus vite. Vous vous êtes élevé contre la nomination de Laurence Rossignol comme secrétaire d'État à la famille. Pour quelle raison? Parce que Mme Rossignol a eu, pendant tous les débats sur la famille, des propos extrêmement durs, violents, et qu'au moment où le Premier ministre parle d'apaisement, je ne vois rien de tel. Mme Rossignol, par exemple, dans le domaine de la politique familiale, veut supprimer les droits familiaux de retraite des pères. Mme Rossignol a tenu souvent des propos très aimables à l'égard de la théorie du genre et de l'idéologie du genre, plus exactement. J'utilise rarement le mot théorie, mais plutôt le mot d'idéologie du genre. Mme Rossignol se présente comme une, et elle l'assume d'ailleurs, le revendique, une militante féministe agressive. Moi, je suis favorable, évidemment, à l'égalité des hommes et des femmes, à la promotion des femmes dans la société. Je ne pense pas que le féminisme dur, militant, violent, un certain nombre d'écrits de Mme Rossignol sont absolument ahurissants. Je ne pense pas que ce soit bon de manière générale, et c'est sûrement pas le bon point d'équilibre pour faire un ministre de la Famille. Au fond, sur la famille comme sur le reste, est-ce que le président Hollande peut faire des réformes avec une cote de popularité de 18% seulement? Ça, c'est une excellente question que vous posez. Que peut faire Hollande aujourd'hui? On voit au fond que, s'agissant de la politique économique, comme il faut bien faire des choses, que sinon Bruxelles va nous tordre le cou et puis les taux d'intérêt exploseraient et donc le gouvernement maîtriserait plus rien du tout, faut faire un minimum. Donc il y a ces 50 milliards, il n'y a pas le courage, il n'y a pas la marge politique. Votre question est très bonne de faire des réformes structurelles et donc Manuel Valls fait un projet d'expédient et il essaye ensuite de donner la peinture et l'emballage le plus courageux possible. On est hélas dans cette situation-là. En effet, je crois que le président de la République doit se poser cette question. Alors c'est quoi la réponse? C'est éventuellement, moi je ne serais pas opposé à cela, qu'il fasse preuve de la décence, j'y reviens, et de la modestie nécessaire en disant « je constate que les élections pour moi se passent mal, je constate que mon taux de faveur dans l'opinion est particulièrement faible, je constate que le gouvernement aujourd'hui est enfermé dans des mesures d'expédient et qu'à dire vrai, au sein même de sa majorité, il n'a pas plus de marge pour faire les choses et je m'assieds avec les responsables de l'opposition pour regarder comment on peut faire autrement pour le pays. Moi, je n'appelle pas à de nouvelles élections, je n'appelle pas au renoncement de la majorité actuelle, mais je dis, par exemple, dans la situation politique que vous rappelez, dans l'urgence qu'il y a pour la France aujourd'hui, peut-être le président de la République pourrait, en toute modestie, inviter les responsables de l'opposition à se réunir et à ce qu'ensemble, on regarde ce que sont les mesures d'urgence nécessaires à notre pays. Je ne parle pas d'union nationale en tant que telle, mais qu'on essaye de partager davantage les diagnostics. Le rapport Gallois était une étape utile, mais elle est au-delà, et qu'il y ait une conférence sur l'avenir de
la France qui permettent aux responsables de l'opposition, aux responsables de la majorité de mettre noir sur blanc les ambitions et les efforts qui sont nécessaires à notre pays. Ensuite, chacun prend ses responsabilités. Ça serait peut-être une étape utile. Donc plutôt que de s'enfermer dans ces 15%, que le président de la République lance une conférence pour l'avenir de la France où la majorité et l'opposition feraient preuve de la lucidité et de l'honnêteté nécessaires. Dernière question avant la question MyBook. Nous sommes à 5 semaines d'un scrutin important après les municipales, celui des européennes. Les sondages donnent l'UMP et le FN au coude à coude. Vous craignez un Front National en pole position ? Écoutez, moi je préfère que nous soyons en pole position. Je pense que le projet de l'UMP, vous avez rappelé que j'étais chargé du projet de l'UMP, pour la France agir en Europe est un projet qui est un projet de qualité, celui d'une Europe réaliste, mais sans frilosité. Je pense qu'il faudra dans la campagne d'ailleurs qu'on rentre davantage dans le détail, secouer un certain nombre de choses, assumer que l'évolution de la gouvernance monétaire doit être fédérale et revendiquer inversement dans certains domaines que l'Europe arrête de nous embêter sur des sujets où, conformément au principe de subsidiarité, elle n'apporte rien de solide et au contraire complique la vie quotidienne de nos concitoyens. Moi je suis capable de critiquer l'Europe quand elle complique la vie des gens et je suis capable à appeler à davantage d'Europe quand elle est nécessaire parce que nos pays ont été défaillants, probablement dans le domaine de la politique de l'environnement, qui ne mettent pas en cause, sont des sujets qui ne mettent pas en cause ou pas toujours en cause le marché unique. Eh bien, on doit rapatrier dans les États un certain nombre de compétences et d'un mouvement symétrique, considérer politique monétaire, que les carences des États justifient une gouvernance fédérale. Monsieur Mariton, Bouteflika réélu à plus de 81% en Algérie sans même faire campagne. Vous en pensez quoi ? Écoutez, c'est pathétique, je ne comprends pas. Je suis né à Alger, d'une famille pied noir. Donc ce qui se passe en Algérie, je regarde toujours avec une certaine attention. Et c'est tellement pathétique que cette attention, à un moment, je la borne en me disant peut-être qu'un jour, une gouvernance plus éclairée pourra exister. Chacun voit bien que cette phase Bouteflika n'est pas une solution qui peut durer très longtemps. Ce n'est pas comme cela que l'Algérie peut sortir de ses difficultés. Alors heureusement, on n'est plus dans les périodes violentes d'il y a quelques années. Mais on voit un pays dans lequel les difficultés sociales, les difficultés économiques s'aggravent et où les atouts, l'Algérie dispose d'un certain nombre d'atouts, sont malheureusement gaspillés. C'est très triste. Dernière question, la question MyBook. MyBook, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec ce site, on vous pose la question, quel est votre livre de chevet ? Quel livre lisez-vous en ce moment ? Écoutez, je viens de terminer de lire le livre d'Édouard Louis, En finir avec Eddie Bellegueule. Vous savez, il y a des gens qui font profession de ne jamais lire les livres dont on parle beaucoup et qui se vendent bien. Il y a quelques mois, j'avais lu avec beaucoup de passion L'identité malheureuse de Finkielkraut, qui est un essai qui s'est bien vendu et je comprends la part qu'il a dans le débat public de notre pays. Et puis là, j'avais envie de lire davantage un roman qui est remarquablement écrit. Je dois dire que par ailleurs, un jeune cagneux d'une vingtaine d'années, Édouard Louis, puisque c'est son nom de plume, écrive si bien. C'est une écriture très fine, très concise, très précise, très haletante. C'est assez gore à certains égards, parce qu'il y a une description très triste, très dure des milieux populaires du nord de la France. Sa famille elle-même a critiqué le bouquin parce qu'il trouve que c'est une caricature, il ne s'y retrouve pas. C'est très bien écrit, ça dit aussi une angoisse, qui est une angoisse personnelle, humaine, l'angoisse de ce garçon avec la difficulté qu'il a eue à s'affirmer dans sa famille, dans son milieu, en tant que jeune ayant envie d'avancer, en tant que jeune homosexuel. Il attire dans le livre une très grande sympathie. En même temps, à sa manière et par cette description littéraire très forte, parce que la littérature porte parfois un message politique très puissant, il dit bien aussi ce déclassement, ce déracinement, cette angoisse qui sont au cœur du mal français aujourd'hui. Je ne veux pas faire dire à Édouard Louis et à Eddie Bellegueule ce qu'ils ne disent pas, mais il y a au-delà du parcours, de la tragédie et de l'espoir, car il y a à la fois du malheur et de l'espoir chez Eddie Bellegueule. Il y a aussi une très forte volonté.
c'est peut-être cette volonté que ce garçon prouve à lui-même, ce talent littéraire, ce succès, ce milieu difficile, en Cagne aujourd'hui. Je lui souhaite un bel avenir. Je crois que c'est aussi, et ça peut être, un message politique pour notre pays de s'en sortir, mais peut-être différemment d'Elie Bellegueule, de s'en sortir sans enfoncer les siens. Hervé Mariton, député de la Drôme, merci.